matin du dimanche 23 avril 2006, à Medicine Hat, en Alberta, dans le Canada anglophone, Garrett, un petit garçon de 6 ans, se fait une joie d'aller chez son voisin, Jacob, pour jouer avec lui. Il arrive devant la maison et tout de suite il sent que quelque chose ne va pas, tout est fermé, il n'y a personne qui semble être là et il jette un petit coup d'œil par la fenêtre de la cave et ce qu'il va voir va lui glacer le sang. Il se précipite alors chez lui et prévient sa mère. Les policiers vont constater que toute la famille a été décimée, mais en regardant les photos de famille dans le salon, il manque une personne. Une jeune fille de 12 ans, Jasmine. A-t-elle été kidnappée? Ou bien s'est-elle enfuie pour une autre raison? Ça, c'était un avant-goût de l'histoire que je vais vous conter aujourd'hui. C'est la première fois que je vais vous raconter une affaire canadienne, Canada anglophone, et en plus, c'est une très grosse affaire. Quand j'ai commencé à envisager de la traiter, je me disais que c'était mort, qu'elle avait dû être déjà traitée plein de fois. Eh bien, écoutez, non, pas tant que ça. Du coup, je vais me faire un plaisir de vous la raconter. Moi, c'est Nelly. Je poste ici des vidéos true crime 2 fois par mois. J'aime choisir des affaires peu traitées sur Internet et souvent en lien avec les cultures alternatives. C'est pas tout le temps le cas. Aujourd'hui, ça le sera un petit peu. J'ai un très gros disclaimer à vous faire. Désolée pour ceux qui n'aiment pas ça, vous pouvez le sauter grâce au chapitre que je mets. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une relation, d'une histoire d'amour, si vous voulez, entre un adulte et une fille de 11 ans. Donc j'ai bien conscience qu'aux yeux de la loi, une telle relation ne peut pas exister puisque une jeune fille de 11 ans n'a pas de consentement. En tout cas, son consentement n'est pas reconnu par la loi. Mais pour les besoins de l'histoire, je vais quand même être obligée de parfois parler de relation. Bref, en tout cas, sachez que je ne cautionne en rien cette relation, que je suis au courant que légalement, elle n'existe même carrément pas. Ce n'est pas une relation consentie, c'est de la prédation pédophile même. Mais je ne vais pas non plus pouvoir vous le rappeler tout au long de la vidéo à chaque fois que je vais parler de ce couple. Donc je préfère le faire une bonne fois au début de la vidéo et comme ça, on n'en parle plus. J'espère que ça a été clair pour vous. Ensuite, un second disclaimer, mais l'habituel cette fois. Ici, c'est une chaîne True Crime, donc les vidéos que je vous propose vont faire mention de mort, de violence, celle-ci en plus de violence sur enfants. Donc si ce sont des choses qui vous mettent mal à l'aise, je vous propose d'aller regarder autre chose sur YouTube ou ailleurs. Les autres, par contre, vous me suivez, puisque juste après le générique, on attaque l'affaire. Mark et Deborah Richardson, dite Debra, se sont rencontrés en 1990 dans une salle de sport en Ontario, au Canada. Les deux sont un peu similaires, super beaux, gentils, souriants, ils vont hyper bien ensemble et ça va être le coup de foudre entre eux. Mark a eu une jeunesse un peu agitée, c'était un ado fougueux qui a même rejoint à un moment donné un club de bikers et qui s'est mis à consommer des drogues dures. Mais il a réussi à s'en sortir et du coup, il va décider de mettre à profit une partie de son temps libre pour tenter d'aider les toxicomanes, les mener vers la sobriété. Et ça, il le fera aux côtés de sa femme, Debra. Elle aussi travaille dans ce milieu. Ils se marient en 1991 et 2 ans plus tard, en octobre 1993, ils accueillent leur premier enfant, une petite fille qui s'appelle Jasmine. Mark travaille alors dans l'industrie pétrolière en tant que technicien. Il va devoir déménager dans le cadre de son travail en Alberta, aux alentours de 98, et c'est aussi cette année-là qu'ils vont accueillir leur second enfant, un petit garçon nommé Jacob. Jasmine et Jacob s'adorent, ce sont 2 enfants très mignons, gentils et énergiques. Et même si la famille doit faire un petit peu attention à l'argent, à ce qu'ils dépensent, etc., ils sont pas vraiment riches, ils ne comptent pas quand il s'agit de leur enfant, donc les 2 petits sont hyper gâtés. La famille fréquente l'église anglicane parce que Mark et Debra souhaitent transmettre les valeurs chrétiennes à leurs enfants. En septembre 2003, ils vont à nouveau déménager parce que Mark a de nouveau une promotion. Cette fois-ci, ils vont aller s'installer dans la ville de Medicine Hat, toujours en Alberta. Et cette fois, Mark va pouvoir réaliser un rêve, c'est-à-dire devenir propriétaire. Il va acheter une jolie petite maison de 3 chambres.
situé au 341 Cameron Road Southeast à Medicine Hat donc. Le quartier où ils vivent s'appelle Rose Glen et c'est un très beau quartier avec de très belles maisons, très propres, très familiales. Et c'est vraiment le cadre idéal pour élever des enfants et pour mener une vie de famille sans ombre au tableau. Les enfants, eux, s'ajustent extrêmement bien à cette nouvelle vie à Medicine Hat. Jasmine est alors une petite fille de 10 ans qui fréquente une école catholique, qui suit des cours d'art plastique et qui est décrite comme une élève modèle, calme et mignonne. C'est une petite fille tout à fait ordinaire qui dort dans une chambre toute rose avec des licornes et tout. Mais à 11 ans, sans qu'on ne s'explique trop pourquoi, Jasmine va opérer un changement radical tant au niveau vestimentaire qu'au niveau de la personnalité. Elle va devenir gothique. Et comme à chaque fois que je mentionne ceci, je me sens obligée de préciser qu'en soi, devenir gothique, c'est franchement pas un problème. Mais voilà, pour des parents, pour des spectateurs extérieurs, ça peut toujours être un peu surprenant, un petit peu déstabilisant de voir une jeune comme ça qui change radicalement, surtout si jeune, parce qu'elle n'a que 11 ans. Mais il faut savoir, et c'est important, que Jasmine a eu un développement, tant au niveau physique que mental, assez précoce. Elle fait vraiment plus que son âge. Alors attention, je ne dis pas ça du tout pour justifier en quoi que ce soit la relation qu'elle va avoir par la suite. Juste, c'est un fait. Elle faisait vraiment plus vieille, physiquement, et elle était assez mature pour une petite fille de 11 ans. Elle va se mettre à écouter des groupes comme Cradle of Filth ou Marilyn Manson et se créer tout un tas de comptes sur ce qui, à l'époque, ça ne s'appelait pas des réseaux sociaux, ça n'existait pas. C'était des sites où vous pouviez vous créer des profils comme MySpace, c'était le plus gros. Mais il y avait aussi Vampire Freaks qui était une sorte de MySpace, mais spécialement pour les gens qui s'apparentaient à la culture alternative, les goths, les gens qui écoutaient du rock, les métalleux, etc. Et il y avait aussi un autre site que moi je ne connaissais pas, mais a priori Jasmine y avait un compte qui s'appelle Nexopia. En ligne sur ces sites, elle va s'inventer une personnalité online et elle va prétendre avoir 15 ans alors qu'elle en a que 11. Et quelque chose me dit qu'il y a dû y avoir des jeunes métalleux de 20-25 ans qui ont dû lui dire qu'elle était très mature pour son âge. Je sais pas si vous avez la ref. Ses principaux pseudos sont Runaway Devil et X.KillerKittyX. Et sur ces pages, elle se décrit comme une sorcière nocturne avec un attrait pour les serial killers. Elle dit aimer les tueurs en série, donc le sang et l'anatomie. Dans la catégorie héros, elle cite Jeffrey Dahmer et Marilyn Manson. Dans un premier temps, ses parents Mark et Debra ne vont pas particulièrement s'inquiéter parce qu'ils savent que c'est quelque chose de très courant chez les ados, de comme ça être attiré par les choses sombres, d'avoir un look un peu extrême, etc. Et ils pensent que c'est qu'une phase et que ça va passer. Jasmine va alors commencer à se rendre à des concerts locaux, surtout de punk rock, et va se lier là-bas d'amitié avec pas mal de gens de ce milieu. Et le milieu, il est principalement constitué d'hommes adultes en fait, jeunes, dans les 20 ans, mais voilà, des hommes beaucoup plus vieux qu'elle. Bon, ça va beaucoup moins plaire à ses parents par contre, qui vont décider de serrer la bride. Ça va être complètement contre-productif parce que plus ils vont la punir et essayer de l'empêcher de sortir, et plus elle va se rebeller et être complètement déterminée à sortir. Jasmine va commencer à se créer des problèmes à l'école, à se faire remarquer, à raconter partout que ses parents la maltraitent. Elle va même chercher à se faire placer en famille d'accueil, en vain évidemment. C'est alors qu'elle va faire la connaissance de Jeremy Steinke, un jeune homme de 23 ans, ayant eu une enfance bien différente de la sienne. Jeremy Steinke a grandi avec 2 parents alcooliques et a vu son père partir du foyer alors qu'il était encore jeune. Sa mère a alors remplacé celui-ci par plusieurs beaux-pères successifs, tous plus violents les uns que les autres. Son second beau-père l'a abusé physiquement et mentalement, l'attachant sur une chaise, le forçant à le regarder en train de frapper ses frères et sœurs. Le troisième beau-père l'a blessé en lui frappant la tête contre le frigo. Et une fois, il a dû intervenir pour sauver sa mère des coups de cet homme-là. Bref, environnement extrêmement violent. Il vit dans la caravane de sa mère et déménage hyper souvent, ce qui va l'empêcher de se créer des attaches et des amis. D'ailleurs, à l'école, il est maltraité, il subit du harcèlement,
Tout le monde se moque de lui parce que il est pauvre, il vit en caravane, il a une hygiène un peu douteuse et les enfants l'appellent même Jérémy Stinky au lieu de Stanky. Et Stinky, ça veut dire qui pue quoi. Donc il l'appelle Jérémy qui pue. Souffrant de troubles de l'attention, il n'a jamais réussi à être autre chose qu'un élève médiocre malheureusement. Des psychiatres émettront plus tard l'hypothèse selon laquelle Jérémy aurait souffert du syndrome d'alcoolisation fœtale. C'est ce qui se passe quand la mère enceinte boit de l'alcool pendant la grossesse. Et ça peut avoir des répercussions d'un point de vue neurologique et entraîner des déficiences. En effet, Jérémy est vraiment très immature pour son âge et il raconte par exemple partout qu'il est un loup-garou de 300 ans et il menace de manger des gens, il explique qu'il aime boire du sang, etc. Ce genre de trucs. Il commence assez jeune à boire et à prendre des drogues, toutes sortes de drogues. À 15 ans, il va même faire un coma éthylique dehors dans la neige, ce qui va lui devoir une hospitalisation. Lorsqu'il a 22 ans, Jérémy va découvrir la culture gothique. Il va changer radicalement de style, s'habiller tout en noir, porter de l'eyeliner, porter une fiole de son propre sang autour de son cou. Et il va surtout se constituer un petit harem de jeunes filles mineures qui l'adorent, qui l'admirent parce qu'il est super cool, il est edgy et il a une voiture en plus. Donc ça c'est important. Et c'est exactement ce qui va se passer avec Jasmine. C'est en janvier 2006 que Jasmine se rend à un concert punk rock local avec son amie Casey, qui elle connaît déjà Jérémy. Et elle pense qu'ils vont bien s'entendre les deux, là, Jasmine et Jérémy. Du coup, elle les présente et elle n'a pas tort parce qu'ils vont rester collés toute la soirée, ils vont faire que discuter, ils vont limite même pas regarder le concert. Et à la fin de la soirée, au moment de se quitter, ils vont échanger leurs contacts sur les sites là dont je vous parlais, les ancêtres des réseaux sociaux, ainsi que leur numéro de téléphone. Ils commencent à sortir vraiment ensemble le 5 février 2006. Mais leur relation va évidemment rester secrète dans un premier temps à cause bien sûr de la différence d'âge, puisque pour rappel, Jérémy a 23 ans et Jasmine a 11 ans. Jérémy est un pédophile, ça va mieux en 10 ans. Jasmine va extrêmement vite tomber très 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 amoureuse de Jérémy. Vous savez ce que ça peut être, les premiers amours là, quand on est jeune, c'est particulièrement intense et des fois on réfléchit pas trop. Et c'est ce qui va se passer. Elle le trouve génial, tellement gentil, lui fait la sérénade et lui chante des chansons qu'il écrit lui-même. Waouh. Et ils se disent très vite je t'aime. Parce que lui aussi, de son côté, est très démonstratif et très amoureux, même s'il n'a pas le droit. Mais assez vite, ces échanges virtuels par téléphone et par mail ne vont plus leur suffire. Et un soir, alors que Jasmine est chez elle, en train de garder son petit frère parce que ses parents sont sortis, elle va décider de le laisser tout seul dans la maison pour partir, pour aller dehors rejoindre Jérémy. Et le petit garçon, quand ses parents rentrent, il est tout seul, il est bien obligé de leur dire ce qui s'est passé et il va leur dire que Jasmine est sortie, est partie rejoindre quelqu'un dehors. Jasmine va donc évidemment être privée de sortie. Mais ses parents, à ce moment-là, ne se doutent absolument pas de l'âge du garçon que Jasmine est partie rejoindre. Malgré la punition, Jasmine va rester en contact avec Jérémy et c'est là que la relation, les échanges vont passer du romantique à l'inquiétant. Par mail, Jérémy écrit à Jasmine « Tu es un délice pour les yeux et te voir me manque encore plus que de tuer des gens. Peut-on se retrouver et tuer des gens tous les deux ?» Ce à quoi Jasmine répond « Tuer des gens, ça a l'air marrant. Et oui, on devrait être ensemble et tu me manques à un point que les mots ne peuvent décrire. Je t'aime. » Le même mois, Jérémy va donner à Jasmine, comme preuve de son amour, une fiole de son propre sang, comme celle qu'il porte autour du cou. Les parents de Jasmine, inquiets du changement de comportement de leur fille, vont se décider à fouiller un peu sa chambre. Ils vont tomber sur la fiole de sang ainsi que sur les échanges à caractère sexuel qu'elle a avec des inconnus et des hommes majeurs. Ils décident alors de pousser la punition plus loin en ne la privant plus que de sorties mais aussi de connexion internet. Jasmine, sur la demande de ses parents, va accepter d'aller voir un psy et ça va donner de très bons résultats, va se comporter un petit peu mieux pendant un petit moment. Et du coup, en récompense, ses parents vont lui dire que c'est ok, elle peut de nouveau aller à des concerts, mais à une condition, ils veulent venir avec elle. Ils se rendent donc à un show, et là-bas, à un moment donné, Jasmine disparaît, elle échappe à leur surveillance.
Ils se mettent alors à la chercher et ils vont la retrouver dans l'allée qui est devant la salle de concert, en train d'embrasser passionnément un homme adulte qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas que c'est Jérémy. Ses parents sont extrêmement choqués, vont de nouveau la priver de ses privilèges, les sorties, la connexion Internet, etc. En outre, ils vont lui interdire strictement d'entrer en contact avec Jérémy. En tout cas avec l'homme qu'ils ont vu au concert en train de l'embrasser. Jasmine se plaint énormément auprès de ses amis à l'école du fait que ses parents la traitent hyper mal, essayent de l'empêcher d'être avec l'homme qu'elle aime. Elle est très dramatique, très lyrique comme ça. Mais alors ses amis comprennent pas du tout parce que eux, ils trouvent que Jérémy est beaucoup trop vieux déjà et qu'il est flippant. Du coup, ils ont plutôt tendance à se ranger du côté des parents. Mais Jasmine n'en a strictement rien à faire. C'est une rebelle. De toute façon, plus vous allez lui dire de pas faire un truc et plus elle va avoir envie de le faire. Les deux vont alors continuer clandestinement leur relation, s'écrivant depuis des ordinateurs de bibliothèque et Jasmine faisant le mur pour le rejoindre régulièrement. C'est à cette époque qu'ils auront même leur première relation sexuelle. Le 20 mars 2006, Jasmine écrit ceci à Jérémy depuis l'ordinateur de l'école. « Bon, j'ai un plan. Il commence par moi qui les tue et il finit par moi qui vis avec toi. Alors, t'es partant ? Je vais essayer de t'appeler, mais je ne sais pas si ça va être possible. Ils me traitent comme de la merde. Je les déteste tellement, mais j'espère que ça ne nous empêchera pas d'être ensemble. J'espère te parler bientôt, mon amour. Je t'aime de tout mon cœur. » Jérémy lui répond « Bah, j'adore ton projet, mais on va devoir se creuser un peu pour décider des détails et tout. J'aimerais qu'ils te traitent autrement. Ça m'énerve d'entendre ça, je les déteste. T'en fais pas, ma beauté sauvage. J'espère avoir de tes nouvelles rapidement. Prends soin de toi, mon amour. Tu as les clés de mon cœur et bientôt tu auras mon cœur. Mais pas tout de suite, car si je te le donne, je meurs et si je meurs, je ne serai plus en mesure de te faire savoir à quel point je t'aime. » On va pas faire de commentaires sur le ton des messages échangés. Le 24 mars, Jérémy fait un post sur un de ses blogs où il écrit « Les parents de ma copine disent qu'ils font ça pour son bien, mais ils sont trop injustes. Ils ne comprennent rien, ils ne font que s'inventer des trucs et se font bouffer par leur méchanceté. Elle devient folle, elle est persuadée que je suis entrée dans sa vie pour l'aider et pour faire cesser leurs conneries. Leur gorge, je veux trancher. Ils vont regretter ce qu'ils ont fait, surtout quand ils en seront morts. Ils paieront pour leur insolence. À la fin, tout sera silencieux et ils régleront la note en payant de leur sang. » On remarque que Jérémy embrasse de plus en plus le projet de Jasmine de tuer ses parents et il tente même de faire des rimes. Jérémy et Jasmine vont commencer à parler partout autour d'eux de leur projet macabre. Ils ont réellement l'intention de tuer les parents de Jasmine parce que ceux-ci la maltraitent, la privent d'internet, de sorties et l'empêchent d'être avec Jérémy alors qu'elle l'aime. Ou qu'elle croit l'aimer. Peu importe, vous avez compris. Mais personne va les prendre au sérieux, évidemment. Ils vont tous penser qu'ils sont dans un délire entre eux, qu'ils disent n'importe quoi et qu'ils cherchent juste à provoquer. Ça arrive quand même très souvent. C'est pas la première fois que je vous raconte une affaire où des jeunes ont ce genre de projet macabre, qu'ils en parlent partout et que personne ne les prend au sérieux. Jasmine supplie tous les jours Jérémy de passer à l'acte. Ça devient une obsession et ils ne parlent plus que de ça entre eux. Jérémy va même demander à des amis à lui de l'aider à passer à l'acte, à tuer les parents de Jasmine. Dieu merci, ses amis vont à chaque fois refuser. La semaine du 17 avril 2006, les choses semblent se concrétiser de plus en plus. Parce que Jérémy écrit sur Facebook « Ah ouais lol, j'espère que vous kiffez vous faire du mal à vous-même. Perso, je préfère faire des trucs morbides aux autres. Comme aux parents de Jas par exemple. C'est ce que je vais faire ce week-end. » Le samedi 22 avril 2006, c'est le début d'un week-end tout à fait normal pour les Richardson. Ils vont faire un barbecue dans leur jardin. Et pendant ce temps-là, Jérémy, lui, va passer toute la journée à s'intoxiquer. Il va aller acheter dans la matinée un pack de 12 bières ainsi que de l'herbe. Il va rentrer dans la caravane de sa mère qui n'est pas là et tout consommer, le tout arrosé d'un petit peu de vodka. Vers 21h, il va passer chez un ami qui s'appelle Jordan, à qui il va également proposer de l'aider à tuer les parents de Jasmine. Jordan va refuser. Et à la place, Jordan et Jérémy vont regarder le film préféré de Jérémy, Natural Born Killers, qu'il décrira comme étant la plus belle histoire d'amour de tous les temps.
Et pendant qu'il regarde le film, Jérémy va faire des commentaires. À un moment donné, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a une scène de tuerie où il y a un homme qui est amoureux d'une jeune femme qui va la chercher chez elle. Et les parents de cette dernière ne sont absolument pas d'accord pour qu'elle fréquente cet homme. Il va donc les tuer. Et dans le film, il va épargner le petit frère de Mallory, donc la jeune femme en question. Et lorsque Mikey épargne le petit frère, Jérémy va se tourner vers son ami et dire « C'est là que les histoires divergent, car Jasmine va tuer son petit frère. » À 3h du matin, Jérémy va aller voir son dealer et acheter de la cocaïne qu'il va consommer directement sur place chez son dealer. À 4h du matin, il se rend à la maison des Richardson. Il va lancer une pomme de pin sur une fenêtre afin de signaler sa présence. Jasmine devait être en train de l'attendre puisqu'elle descend tout de suite lui ouvrir. Elle lui ouvre la fenêtre du sous-sol. Jérémy est déjà très entamé par tout ce qu'il a consommé durant la journée. Du coup, en rentrant par la fenêtre, il va faire un boucan pas possible. Et ça va alerter Debra, la mère de famille, qui va descendre en panique en robe de chambre. Elle est en train de dormir, évidemment. Elle va tomber sur un homme qu'elle ne connaît pas, habillé en mode full commando, tout en noir et armé d'un couteau de boucher. Jérémy va se jeter sur elle, lui asséner des coups de couteau qu'elle tente d'éviter en mettant ses bras comme ça, en vain. Debra Richardson sera frappée au couteau en tout 12 fois. Le père, Mark Richardson, entend évidemment les hurlements de sa femme et va descendre pour l'aider. Mais dans la maison, il n'a pas d'arme à feu, donc il va se munir de ce qui tombe sous sa main, c'est-à-dire un pauvre tournevis. Il y a mieux. Il va se jeter sur Jérémy qui est encore en train d'attaquer sa femme. Faut savoir que Mark Richardson, il est grand, il est fort et c'est un mec qui sait se castagner. Donc il va pas se laisser faire du tout. Il va vraiment en foutre plein la tronche à Jérémy. Il va essayer de lui enfoncer les doigts dans les yeux. Il va essayer de le désarmer de son couteau. Il va le foutre par terre. C'est la grosse bagarre. Mais malheureusement, Jérémy va quand même réussir à désarmer le père, lui faire valdinguer le tournevis. Et après plusieurs longues minutes de lutte, Mark va tomber au sol. Il va regarder Jérémy dans les yeux alors qu'il s'apprête à le tuer et lui demander pourquoi. Et là, Jérémy va lui répondre « Parce que vous traitez votre fille comme de la merde et c'est ce qu'elle voulait. » Vous imaginez, en tant que père de famille, vous avez élevé une môme pendant 11 ans et c'est la dernière chose que vous entendez avant de mourir. C'est horrible. Jérémy va alors laisser les corps de Mark et Debra au sous-sol et dans le salon et rejoindre Jasmine qui l'attend dans la cuisine. Là, ils vont s'échanger des mots doux, des je t'aime et s'embrasser. Rapidement, ils vont monter à l'étage où se trouve la chambre de Jacob, le petit frère de 8 ans de Jasmine, qui est évidemment réveillé et évidemment terrorisé. Jérémy va rester devant la porte de la chambre du petit frère, tandis que Jasmine va rentrer pour aller rassurer son petit frère. Absolument rien n'a été prévu le concernant. Ils ont limite oublié son existence. Ils n'ont pas du tout prévu de le tuer ou de l'épargner. Mais Jasmine, tout en le rassurant, va réaliser que le petit n'a plus de parents, que sa grande sœur est une complice de meurtre et qu'il est probablement trop petit et trop sensible pour pouvoir supporter de voir que ses parents sont morts et supporter la vie tout simplement sans eux. Elle va le prendre en pitié. Bon, c'est de la pitié un peu bizarre et malsaine, je vous l'accorde, mais c'est en tout cas comme ça qu'elle va l'expliquer. Elle décide alors que ce serait mieux pour lui qu'il meure, pour l'épargner, parce que ce sera plus facile pour lui comme ça. Aller rejoindre ses parents, plutôt qu'avoir à affronter la terrible vérité. Elle va se placer derrière lui, passer son bras autour de son cou et essayer de l'étouffer, tout en lui disant « Chut, rendors-toi ». Mais Jacob va réussir à s'échapper et il va saisir un jouet en plastique, un sabre laser Star Wars, pour se défendre. Et en sortant de sa chambre, il va tomber nez à nez sur Jérémy, ensanglanté. C'est là que Jacob aurait dit « J'ai trop peur, je suis trop jeune pour mourir ». On ne sait pas exactement qui a tué Jacob, puisqu'ils se rejettent la faute l'un et l'autre. C'est soit Jasmine, comme je vous ai dit, pour lui épargner d'avoir à affronter la mort de ses parents et d'avoir à vivre tout seul, soit Jérémy, à la demande de Jasmine, parce que ça par contre on est sûr, en tout cas elle l'a avoué, c'est elle qui a décidé qu'il devait mourir le petit frère. Donc soit Jérémy, à la demande de Jasmine, et parce qu'il est persuadé qu'il doit aider Jasmine, qu'elle vit un enfer et qu'il doit
tout faire, tout ce qu'elle lui demande. En tout cas, le pauvre petit aura la gorge tranchée et son corps sera retrouvé à côté d'un sabre laser ensanglanté, ce qui est vraiment le détail le plus horrible et le plus triste, à mon avis. Après le meurtre du petit Jacob, Jérémy va complètement paniquer, il a besoin d'air, il va sortir, fumer une cigarette, mais au final, il va carrément s'enfuir en fait. Il va rentrer chez lui en laissant Jasmine chez elle. Elle va rincer les couteaux, les laisser dans la cuisine, prendre un sac de voyage qu'elle avait préparé au préalable, ainsi que le sac de sa mère pour avoir un petit peu d'argent. Elle prend un taxi qui va la déposer à la caravane de Jérémy aux alentours de 4h20 du matin. Là, ils vont commencer à se débarrasser des preuves, des vêtements ensanglantés, ils vont nettoyer la voiture. Puis, ils vont se rendre à une fête. Oui, vous avez bien entendu. Des témoins vont rapporter que pendant la fête, ils ont été vus rigolant, souriant, en train de se tripoter et de s'embrasser. Jérémy va se vanter auprès d'amis de les avoir éventrés comme des poissons et Jasmine dira que son petit frère a fait des bruits de gargouillement. Au matin du dimanche 23 avril 2006, Garrett, un petit garçon de 6 ans qui est voisin de Jacob, se rend chez les Richardson parce qu'il est tout content de jouer avec son pote. C'était prévu comme ça, il devait se retrouver ce matin-là. En arrivant sur place, il va sentir qu'il y a un truc qui va pas, même du haut de ses 6 ans là. Tout est fermé, il n'y a pas de bruit, il semble y avoir personne. Et il va jeter un petit coup d'œil par la fenêtre et apercevoir quelque chose qui l'effraie beaucoup. Il va alors courir rejoindre sa maman, la maison d'à côté, et lui dire qu'il a vu des corps ensanglantés chez les Richardson. Sa mère va alors appeler la police, qui va arriver sur les lieux et identifier les corps des 3 victimes aux alentours de 13h. Il s'agit donc de la famille Richardson, Mark Richardson, Deborah Richardson, sa femme, ainsi que leur enfant de 8 ans, Jacob. Un policier dira qu'il s'agissait de la pire scène de crime qu'il a vue de toute sa carrière. Les policiers dans la maison vont regarder un peu les photos de famille et vite réaliser qu'il manque quelqu'un. Il y a un 4e membre de la famille, une jeune fille de 11 ans qui s'appelle Jasmine et elle n'est pas là. Dans un premier temps, ils vont imaginer qu'elle est une victime, qu'elle a été kidnappée et ils vont lancer une Amber Alert. Mais très vite, des détails vont leur indiquer qu'ils se trompent peut-être. Par exemple, ils vont trouver du sang sur un interrupteur dans la chambre de Jacob. Et ça va leur faire penser que un des auteurs, au moins, des meurtres, est un familier des lieux. Parce que lorsqu'il s'agit d'intrus, cambrioleurs, rôdeurs, etc., ils n'utilisent pas les interrupteurs, puisque dans la pénombre, ils ne connaissent pas leur emplacement exact, donc ils ne vont pas s'aventurer à toucher tous les murs à la recherche des interrupteurs et foutre du sang partout. Voilà, ils savent d'expérience, les flics, que quand les interrupteurs sont utilisés, quand on prend la peine d'allumer et d'éteindre la lumière, c'est qu'on habite sur les lieux. Ils déduisent également que les agresseurs, les tueurs, sont au nombre de 2 minimum. Les enquêteurs vont se tourner vers l'école de Jasmine pour recueillir des informations sur elle. Et là-bas, ils vont avoir accès à son casier, dans lequel ils vont retrouver une BD hyper flippante dessinée par elle, représentant une jeune fille qui met le feu à sa maison avec ses parents à l'intérieur et qui met le feu aussi à son petit frère en train de faire de la balançoire. Suite à cette découverte, Jasmine va passer de victime d'un potentiel kidnapping à suspecte principale et les affiches Missing vont être remplacées par des affiches Wanted. Un crime aussi horrible et potentiellement commis par un enfant est absolument rarissime et ça va donc provoquer beaucoup d'émoi dans la population ainsi que dans les médias. Jasmine et Jérémy vont commencer à très vite s'inquiéter de voir les images de la maison de Jasmine partout à la télé et vont décider de partir. Il y a un road trip avec des amis qui avait été déjà prévu et ils vont y aller. En plus, les amis ne sont pas au courant de ce qui s'est passé, donc ils prennent la route. Ils partent le 25 avril 2006, soit 2 jours après le meurtre, en direction de la ville de Leader. Les enquêteurs vont être immédiatement mis au courant de cette escapade par des amis du couple qui étaient au courant du road trip et ils vont décider de mettre en place une surveillance, de se mettre en planque dans la plus grosse station-service située entre Medicine Hat et Leader, puisqu'il y a de fortes chances pour que la petite équipée passe par là à un moment donné. Et ce sera payant puisque 24 heures plus tard, un van immatriculé en Alberta rentre dans la station-service.
C'est à ce moment qu'arrivant à la station-service, une amie qui accompagne Jérémy et Justine dans ce road trip doit acheter quelque chose à l'intérieur du magasin et va voir des journaux avec la photo de Jasmine. Elle va alors acheter le journal pour le montrer à la jeune fille qui va juste rigoler en fait. Elle va même pas nier ou essayer d'expliquer quoi que ce soit, elle va rigoler. Et elle va dire « Ah mais ils ont utilisé une photo qui me ressemble même pas, ils risquent pas de me choper comme ça. » Le groupe sera arrêté par la police quelques instants plus tard. Ils sont tous emmenés au poste. Les amis vont, eux, être très rapidement relâchés. Par contre, Jasmine et Jérémy vont être gardés en cellule. Le jour même, le 25 avril 2006, Jasmine va subir un premier interrogatoire. Il faut savoir qu'au Canada, comme dans beaucoup de pays occidentaux, il y a des lois protégeant les mineurs dans le cadre de leur arrestation, sur des enquêtes, lorsqu'il y a des actes criminels, etc. Il y a plein de lois qui visent en fait à éviter qu'ils soient impressionnés, influencés par la figure d'autorité qu'est le policier et du coup se livrent à des faux témoignages parce que c'est très souvent le cas avec les mineurs. Du coup, à chaque fois qu'on leur pose une question, il faut leur faire signer un papier avant, il faut leur donner tout un tas de détails légaux, etc. Et c'est ce qui va se passer avec Jasmine. Et ils vont donc l'interroger au départ, formule classique, en essayant de jouer au papa avec elle, en essayant de jouer de l'autorité du policier. Ça va absolument pas fonctionner avec elle. Par contre, un plus jeune enquêteur qui va se mettre à son niveau, qui va lui parler comme si elle était son égale, va avoir de bien meilleurs résultats. Et elle va passer aux aveux. La jeune fille de 12 ans va alors raconter que Jérémy a bel et bien tué ses parents sous l'influence des drogues et qu'elle a essayé d'étrangler son petit frère par pitié pour lui, pour pas qu'il ait à subir justement la perte de ses parents. Mais elle n'aurait pas réussi et c'est Jérémy qui aurait tué Jacob par amour pour elle. Les enquêteurs vont avoir l'idée de lui faire écrire une lettre à sa famille décédée, donc ses parents et son petit frère, afin d'avoir une confession écrite. Elle va accepter. Et voici ce qu'elle va écrire. « Ma chère famille chérie, je vous écris suite aux événements de dimanche matin. Une chose terrible est arrivée par ma faute et je veux que vous sachiez que je vous aime et que vous êtes dans mes prières. Je souhaite que vos âmes trouvent la paix. À mon petit frère, je m'excuse de t'avoir laissé entendre ce qui arrivait en bas et aussi de t'avoir fait du mal ou de t'avoir tant effrayé. À mes parents, j'espère que malgré tout ce qui s'est passé, vous savez que je vous ai toujours aimé. J'aimerais pouvoir tout effacer. J'aimerais que vous soyez avec moi maintenant, car je n'ai plus personne. Je prie pour que vous puissiez me pardonner, et Jérémy aussi, parce qu'il était sous l'influence de produits qui altèrent l'esprit et a fait tout ça par amour pour moi. Il est probablement la personne la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. Il ne veut que mon bonheur. Malgré les disputes et la haine qu'on a pu se porter, je vous aime toujours. Je suis désolée que mon sarcasme ait été pris au sérieux. Je ne voulais pas vous faire du mal. Je prie pour que vous trouviez la paix d'une manière ou d'une autre. » Jasmine maintient donc qu'elle n'a tué personne, qu'elle a bel et bien ouvert à Jérémy mais qu'elle l'a supplié de ne pas tuer ses parents, qu'elle n'a jamais été sérieuse quand elle lui demandait de les tuer, que tout ça n'était que du sarcasme, comme elle dit dans la lettre. Jérémy, lui, va expliquer que l'idée des meurtres vient à 100% de Jasmine, qu'elle le suppliait tous les jours de passer à l'acte, qu'il essayait de l'en dissuader mais n'a pas réussi et que finalement il est passé à l'acte par amour pour elle et aussi parce qu'il avait pris plein de drogue et bu de l'alcool. Et il maintient que c'est elle qui a tué Jacob. Il l'a vu lui trancher la gorge, il a paniqué et s'est enfui. Jérémy est très énervé quand il apprend que Jasmine l'accuse. Cette dernière va apprendre que Jérémy est pas content, elle l'aime toujours, donc elle va se décider à lui écrire une lettre alors qu'ils sont tous les deux en détention, vous vous souvenez. Jasmine écrit à Jérémy: « Mon cher trésor, s'il te plaît ne sois pas désolé. C'est à moi de supplier pour ton pardon. Si seulement on s'était juste enfui, oui, mais ne te focalise pas sur ce qui aurait pu être. Un jour, nous aurons notre paradis. Je ne suis pas entière sans toi. Je t'aime de tout mon cœur et pour toujours, et cette promesse sera tenue quoi qu'il arrive. Prends les choses au jour le jour. Les choses finissent toujours par s'arranger. Je serai avec toi en pensée. J'espère que tu vas bien. Même si c'est difficile, essaye de pas trop stresser, car tu pourras avoir besoin d'avoir toutes tes idées claires. Je souhaite plus que tout être auprès de toi et te prendre de nouveau dans mes bras, mais en attendant que ça puisse être possible, sache que je t'aime.
Essaye de sourire dans la peine, mon doux 666, signé Jazz. Jérémie va lui répondre. Cher lapin câlin, je sais que tu as raison, ce qui est fait est fait. Tu n'as pas besoin de me demander pardon. En effet, le temps venu, nous aurons notre empire. Avant de te connaître, il me manquait une partie de moi. Aujourd'hui, je me sens entier et je n'ai pas envie d'être de nouveau incomplet. Tu es celle grâce à qui je respire, tu es la lune dont la lumière perce à travers les nuages la nuit. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Je me languis de toucher ta peau douce et de sentir tes baisers, car ils me font tourner la tête. J'espère que tu tiendras parole. Je dois rester fort, mais parfois j'ai du mal à dormir la nuit. Mais je suis sûre que penser à toi va m'aider à survivre aux nuits. Le moment venu, nous serons à nouveau ensemble, mais en attendant que ce jour arrive, reste forte, garde espoir, garde la foi. Je t'aime de tout mon cœur, n'oublie jamais ça mon amour. En attendant de te parler à nouveau, XOXOXO, Jérémie. Après ça, il y aura une dernière correspondance entre eux deux, lors de laquelle Jérémie demandera sa main à Jasmine, qui acceptera. Jérémie Stanky et Jasmine Richardson sont accusés de 3 meurtres avec préméditation, donc meurtre au premier degré aux États-Unis, et sont maintenus en détention en attente de leur procès. En prison, Jérémie voit se constituer autour de lui un fan club de jeunes filles, la plupart mineures, qui sont amoureuses de lui, fans de lui, qui se regroupent devant la prison et font des espèces de petites manifestations avec des pancartes pour réclamer en pleurs sa libération. Le 4 juin 2007 se tient le procès de Jasmine Richardson à Medicine Hat. Elle plaide non coupable des 3 chefs d'accusation de meurtre avec préméditation et explique qu'elle a agi sous l'influence d'un prédateur. Elle va pleurer quasiment tout le long de l'audience. Il va y avoir de nombreux témoignages à charge contre elle, de gens expliquant qu'elle disait qu'elle voulait tuer ses parents, qu'elle avait demandé à Jérémie de le faire, etc. Mais elle va maintenir que c'était une blague, qu'elle n'a jamais été sérieuse, qu'elle n'a jamais voulu que ses parents meurent. Ses aveux lors du premier interrogatoire vont être reconnus comme invalides. A priori, les règles pour protéger les mineurs en interrogatoire sont vraiment très pointilleuses et elles n'ont pas été toutes respectées. Mais malgré ça, elle va être reconnue coupable des 3 meurtres avec préméditation. Alors je suppose qu'elle est reconnue pour complicité au moins dans 2 d'entre eux. Je n'ai pas pu éclairer ça. En tout cas, elle est jugée coupable. Le 8 novembre 2007, Jasmine Richardson est condamnée à 10 ans. C'est la peine maximale prévue au Canada concernant des mineurs de moins de 14 ans au moment des faits. Mais condamnée à 10 ans de quoi? C'est là que c'est intéressant parce que c'est pas 10 ans de prison. Elle a déjà purgé 18 mois de sa peine en attente du procès, donc ça c'est retiré. Il lui restera 4 ans à faire en unité psychiatrique dans un hôpital et 4 ans et demi en liberté conditionnelle. Jasmine Richardson battra un triste record. Elle va devenir la personne la plus jeune de toute l'histoire du Canada à être condamnée, jugée coupable pour des homicides multiples. Elle a été évaluée par des psychiatres qui ont diagnostiqué une maladie mentale, mais la nature de celle-ci n'est pas connue, c'est resté secret en raison de son âge. Suite à ce diagnostic, elle va bénéficier d'un programme spécial de réinsertion qui vise à accompagner les mineurs violents accusés de crimes pour s'assurer qu'ils vont bien se réinsérer, trouver un travail, avoir une nouvelle identité, être bien protégés à leur sortie. Le juge va déclarer à son sujet « Jasmine, tu ne peux pas effacer ce que tu as fait à ta mère, ton père et ton petit frère, mais ce que tu peux faire, c'est honorer leur mémoire en devenant une personne dont ils auraient été fiers. » Jasmine Richardson va être libérée en 2012, son casier judiciaire va être effacé, va redevenir vierge en 2017, et elle vit aujourd'hui quelque part dans le Canada anglophone, avec une nouvelle identité bien sûr. Le procès de Jérémie Stanky va débuter à Calgary le 14 novembre 2008. Il admet avoir tué Mark et Deborah Richardson, mais maintient que ce n'était pas son intention, que lui il était juste venu chercher Jasmine pour pouvoir s'enfuir avec elle, et qu'il a agi en état de légitime défense quand Mark l'a attaqué. Bon, alors qu'il était déjà en train de poignarder Deborah, enfin bon. Contre lui également, il va y avoir des témoignages à charge, et en plus de ça, un policier sous couverture aura réussi à lui soutirer une confession lors d'un transfert de la prison au tribunal. Il sera reconnu coupable des 3 meurtres au premier degré le 15 décembre 2008
et écopera de la prison à vie, avec un minimum de 25 ans, sans possibilité de remise de peine. La maison des Richardson n'a pas été détruite, elle a été vendue, et est devenue une attraction morbide. Elle subit régulièrement des effractions de la part de gens qui ont envie de se faire des frissons. Jasmine Richardson se serait apparemment très bien réinsérée et aurait beaucoup de remords. Jérémy, lui, est toujours en prison et a changé d'identité. Il s'appelle aujourd'hui Jackson May. On ne sait pas du tout s'ils sont toujours en contact. Voilà, j'en ai fini de vous raconter l'affaire Jasmine Richardson. J'espère que ça vous a intéressé. Ça soulève quand même énormément de questions. Il faut absolument qu'en commentaire, vous me disiez si vous pensez qu'elle ment ou pas. Est-ce qu'elle a vraiment demandé à Jérémy de tuer ses parents ou alors est-ce que c'était juste du sarcasme? Est-ce que vous croyez à sa version qu'elle a servi au tribunal? Personnellement, je n'y crois pas. Moi, j'ai la sensation que même très jeune, des ados comme ça peuvent faire des choses horribles. C'est déjà arrivé, ça arrive régulièrement. Bon là, c'est vraiment très 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 jeune, mais c'est un cas particulier. En plus, vous voyez, la fille, a priori, avait eu une maturité un peu précoce. Voilà, moi je pense qu'elle a vraiment demandé à son mec de tuer ses parents. Alors peut-être qu'après, elle a des remords, hein, bien sûr. Hein. Mais je sais pas, moi je la crois pas. Quand elle dit qu'elle était sous l'influence de Jérémy et tout, non, moi je vois pas trop les choses comme ça. Après, j'imagine que si elle n'avait pas rencontré Jérémy, tout ça serait pas arrivé, ça c'est sûr. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez apprécié la vidéo, vous n'oubliez pas, s'il vous plaît, de me laisser le pouce en l'air, c'est important pour l'algorithme, tout ça. Et vous abonner si ce n'est pas fait et que vous avez envie de le faire. Sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre soutien. La dernière vidéo, celle sur dissection, a vachement bien fonctionné. Je crois que c'est la vidéo la plus vue sur ma chaîne. Donc je suis super contente. Merci et bienvenue aux nouveaux du coup, puisque forcément on est un peu plus nombreux. Et moi j'adorerais continuer à faire ce genre de vidéos, que ce soit métal ou pas, hein, peu importe. Hein. Mais là, entretenir cette chaîne et tout, moi j'y prends beaucoup de plaisir. Ça paraît bateau hein, à dire comme ça. Mais j'adore vraiment, j'espère que ça se voit, que ça se ressent. Et j'espère continuer. Donc si comme ça régulièrement il y a une vidéo qui plaît un peu, qui me fait gagner un petit peu d'abonnés supplémentaires et tout, écoutez, c'est que demande le peuple, hein. Si ça continue comme ça, ouais, y a pas de raison que j'arrête les vidéos. Donc c'est cool. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusque là. Et je vous dis à dans 2 semaines. Ciao!